toute entreprise, je dis bien toute entreprise, quel que soit son effectif, a l'obligation de faire un entretien professionnel au moins une fois tous les 2 ans avec tous les salariés. Bien. Et a l'obligation de faire suivre une formation, de faire obtenir une certification ou de faire bénéficier d'une évolution salariale ou professionnelle. Et donc d'atteindre au moins 2 de ces 3 critères-là. On a gardé ça. Sauf que le système de sanctions pour les entreprises de plus de 50 salariés, uniquement, n'est plus basé sur ces critères-là. Donc, j'ai une obligation sociale qui s'applique à tout le monde. Si je ne la respecte pas, c'est un manquement vis-à-vis des salariés. Il n'y a pas de sanction automatique. Si personne s'en plaint, il ne se passe rien. Si un jour un salarié me dit bah, « pour moi, vous n'avez pas rempli tout ça », bon, ça peut trouver éventuellement une traduction si un jour il va voir un juge. Voilà. Et sinon, il ne se passe rien. Mais cette obligation demeure pour tout le monde. Par contre, pour les entreprises qui ont au moins 50 salariés et davantage, le système de sanctions et de pénalités a été basé sur d'autres critères. Vous avouerez que ce n'est pas le plus simple, hein, on mélange elle a été basé sur d'autres critères. Et on nous dit, il y a sanction dès lors que vous n'avez pas fait au moins un entretien tous les 2 ans, donc 3 en 6 ans, et si vous n'avez pas fait suivre également à chaque salarié une formation non obligatoire, mais non obligatoire avec la définition que j'indiquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire les formations obligatoires, c'est restrictivement celles pour lesquelles un texte m'impose précisément une action de formation, et si je ne la suis pas, je n'ai pas le droit d'exercer l'activité. Donc du coup, on est quand même sur un petit périmètre. Hein. Mais par exemple, s'il y en a qui ont des chauffeurs ou des conducteurs, la FIMO, évidemment, on est dans ce cadre-là. C'est obligatoire. La formation continue obligatoire des conducteurs, c'est obligatoire. Et les gens n'ont pas le droit de conduire s'ils ne le font pas. Donc, du coup, je suis bien dans ce cadre-là. Donc ça compte pas. Par contre, tout ce que j'ai indiqué tout à l'heure, ça peut compter. Et c'est pas parce que ça répond à une obligation générale de sécurité, d'adaptation des salariés à leur emploi, etc., que c'est un problème. On n'est pas dans de l'obligatoire. Hein. Donc, l'obligatoire qu'on ne prend pas en compte est sur une définition très, très précise et très étroite. Ouais. Allez-y. L'entretien, c'est 1 tous les 2 ans ou 3 en 6 ans? Alors, c'est 1 tous les 2 ans. Et alors là-dessus, si jamais vous ne l'avez pas fait, on vous laisse une petite porte de sortie. Le problème, c'est qu'elle n'est pas qu'à votre main, il faut la négocier. Par accord d'entreprise ou de branche. Et si on a les deux, l'accord d'entreprise prime. Donc vous n'êtes pas contraint par l'accord de branche. Par accord, je peux modifier, on me dit, la périodicité des entretiens. Autrement dit, et je vais prendre le cas des entreprises qui n'auraient rien fait, vous voyez, parce que si j'ai raté les 2 premières années, si je reste sur le format légal, c'est pas rattrapable. Je ne pourrai jamais faire ce que je n'ai pas fait il y a 2 ans, ou il y a 4 ans. Mais on me dit, vous pouvez changer la périodicité, donc du coup, je pourrais transformer, par exemple, 1 tous les 2 ans en 3 en 6 ans. Et je fais les 3 dernières années. Vous voyez? Donc 2018, 2019, 2020. Voilà, et j'y suis. Mais je pourrais aussi changer la périodicité en disant c'est pas 1 tous les 2 ans, c'est 1 tous les 3 ans. Et j'en ai plus que 2 en 6 ans. Ou je pourrais dire, parce que la loi elle n'est pas fermée, elle dit on peut changer la périodicité. Si j'arrive à négocier ça avec mes élus ou mes représentants syndicaux, je pourrais dire, ben, pour la première échéance, pour échapper aux pénalités, c'est 1 tous les 6 ans, et pour l'échéance à venir, ce sera ce que vous voulez d'ailleurs, 1 tous les ans, 1 tous les 2 ans, comme vous voulez. Mais je peux recalibrer les entretiens, c'est-à-dire que, en fait, mes élus ont la capacité de me faire échapper à la pénalité s'ils acceptent de signer un accord qui rend le droit conforme à mes pratiques. Vous voyez? Le problème là-dessus, c'est que la pénalité, c'est 3 000 € versés sur le compte CPF du salarié. Ouais. Donc si je suis élu, je pourrais me dire, c'est 3 000 € de pouvoir d'achat pour les individus. Si la formation les intéresse, parce que je ne peux pas m'en servir pour changer la voiture. Donc, est-ce que je le négocie ou est-ce que je ne le négocie pas?
Et ça, j'en sais rien. Ça, c'est les marges de manœuvre que vous avez avec... alors, je vous rappelle que suite aux ordonnances Macron, si j'ai des syndicats, je négocie avec les syndicats, accord majoritaire. Si j'ai pas de syndicats, je négocie avec les élus majoritaires en fonction du nombre de voix que chacun a obtenu. Et pour les gens qui n'ont rien, ni élus, ni syndicats, mais qui auraient malgré tout plus de 50 salariés, il faut aller chercher un salarié mandaté. Là, ça devient un peu plus compliqué, parce qu'après, il faut faire un référendum pour que l'accord, c'est pas très pratique. Il vaut mieux avoir des élus, en fait, par les temps qui courent. C'est, oui, paradoxal, c'est comme ça. Il faut mieux avoir des élus, c'est plus pratique. Donc là, sur les entretiens, le moyen d'échapper de manière certaine à la pénalité, c'est d'arriver à négocier un accord qui fait que je trace un cadre cohérent avec. Alors après, il faut regarder où est l'enjeu, combien sont de salariés concernés, etc. Mais enfin, je ne sais pas quelles sont les tailles exactes de vos entreprises, mais... Ouais, je faisais le calcul l'autre jour avec une boîte de la propreté qui a 25 000 salariés et qui s'aperçoit qu'elle remplit les critères pour à peu près un tiers, donc pour 2 tiers, elle n'y est pas. 2 tiers de 22 000 fois 3 000, je vous laisse faire le calcul. Le DAF, quand même, se demande s'il faut provisionner ou pas. Parce que, ensuite, le mécanisme, c'est, vous êtes censé... Alors du coup, le pro, il est content parce qu'il n'intervient plus là-dedans. Il n'est plus concerné. Avant, c'était lui qui réclamait la pénalité. Là, c'est plus le cas. C'est vous qui allez, en 2020, spontanément déclarer la pénalité à la Caisse des dépôts en envoyant le chèque et la liste des salariés concernés pour qu'on leur mette les 3 000 € sur le compte. Bon, si vous ne le faites pas, vous prenez le risque, que, je sais pas, un inspecteur du travail, à l'occasion d'un contrôle URSSAF, ou le fisc, puisque ça relève du fiscal, viennent voir ce que vous avez fait. Mais le fait de ne pas avoir mis une pénalité versée à l'État, vous voyez, mais versée sur le compte des salariés, à mon avis, ça modifie quand même un peu l'enjeu. C'est pas tout à fait la même chose, parce que des représentants du personnel, une pénalité versée à l'État, ils s'en foutent. Mais des représentants du personnel, une pénalité versée sur le compte des salariés à hauteur de 3 000 €, peut-être qu'ils s'en foutent un peu moins. En tout cas, le débat n'est pas tout à fait le même. Et pour les salariés à titre individuel, c'est pas pareil non plus. Donc, la zone de risque n'est pas exactement la même. Alors, si jamais vous ne déclarez pas d'ailleurs la pénalité, je ne vais pas faire peur parce que c'est pas le but, hein, mais il y a un petit risque de double peine. Si vous avez un contrôle fiscal, vu que vous n'avez pas versé la pénalité, l'État va venir, vous me le versez à moi. Mais sauf que si vous êtes sanctionné parce que vous n'avez pas fait, vous avez créé un préjudice pour les salariés, qui pourraient du coup vous redemander de verser ce que vous n'avez pas versé, et donc de payer 2 fois. Donc c'est quand même un sujet dont il faut s'occuper. C'est pas, comment dire, dans une loi de liberté, etc., le fait qu'on ait maintenu cette obligation n'est pas forcément très cohérent. Il y a des tas de secteurs qui ont été dire à l'État, mais attention, on a des entreprises, notamment des entreprises de main-d'œuvre sur des gens peu qualifiés, qui vont peu en formation, etc., en disant ça risque de nous coûter les yeux de la tête, donc faites attention à ce que... Bon. Et pour l'instant, l'État n'a pas bougé. Alors, prendre le pari que on arrivera par lobbying dans l'ordonnance à venir ou dans la loi de ratification qui est en 2020, donc à changer les règles pour les faire évoluer, c'est quand même prendre un grand risque. On a plutôt intérêt à essayer de se débrouiller par soi-même pour voir comment on peut satisfaire à ça. Et satisfaire à ça, c'est 2 choses. C'est le critère, j'ai formé tout le monde d'ici 2020, avec quand même l'élargissement de la définition de l'action de formation, vous devriez pouvoir y arriver, parce qu'il n'y a pas de... Peu importe la formation, peu importe la durée, peu importe l'objectif, dès lors qu'on est dans le format, tout marche. Mais on a cette question des entretiens. Et si j'ai raté les entretiens au début, et sur les entretiens, le gouvernement dit, nous on veut que ça se fasse, quoi. On veut qu'il y ait un échange dans chaque entreprise sur la question des compétences, de l'évolution, de l'employabilité avec tout salarié. Donc là-dessus, on ne reviendra pas. Oui. Est-ce que le IEM rentre dans l'entretien l'entretien individuel non, non, parce que ouais, c'est encore autre chose. D'ailleurs, celui-là, il n'est pas obligatoire. Hein. Bah oui. J'hésitais parce qu'il existe sous des appellations multiples, diverses et variées dans les entreprises. Il y a des gens qui font des entretiens d'appréciation, d'évaluation, managériaux, etc. Bon. En fait, l'entretien professionnel, c'est un entretien qui ne porte que sur le futur. C'est-à-dire qu'il s'agit de dire aux gens, est-ce que l'emploi que vous occupez, ou est-ce que vous êtes appelé à évoluer? C'est-à-dire en clair, est-ce que votre emploi, on prévoit
qui va se modifier dans son contenu, dans son organisation, etc. Et vous, est-ce qu'on prévoit que dans un an ou deux, vous serez toujours sur le même type d'emploi ou sur autre chose? Le but était de faire une sorte de gestion des compétences individuelles, en donnant un peu de visibilité aux individus. C'est pas toujours très facile de faire ça. Il faut faire attention en plus, parce que quand vous dites aux gens, voilà ce qui pourrait se passer, est-ce que vous êtes en train de prendre un engagement, ou est-ce que vous êtes en train de simplement... vous voyez, le risque, c'est qu'on prenne pour argent comptant ce que je suis en train de dire sur le futur, et que je me retrouve embringué, mais vous m'avez dit que ça allait se passer comme ça. Et en réalité, c'est pas le cas. Bon. Donc, c'est pas évident, mais ça porte sur le futur. L'entretien managérial, c'est différent. Ça porte sur la manière dont les gens font leur activité, sur leurs objectifs, sur le quotidien. Donc, c'est pas la même finalité. Alors, rien n'exclut que vous fassiez les deux en même temps ou de manière successive. Il faut juste les distinguer dans la traçabilité. Ouais.